Alors, nous allons enchaîner donc sur le sujet du dernier kilomètre. Donc, comment rallier un point A à un point B en fait sans couture. Landry, est-ce que tu peux nous présenter les actions faites au sein de la SNCF enfin, sur la filière du tourisme et comment vous traitez ce sujet? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, nous, TER Nouvelle-Aquitaine, c'est moi qui prends la zapette. Allez, hop, c'est là, c'est le gros bouton. Oui, nous, TER Nouvelle-Aquitaine, quelques mots d'abord sur notre activité. On est une colonne vertébrale des transports publics qui a été développée pour le compte du Conseil régional. On transporte à peu près 90 000 voyageurs par jour avec 7 trains par jour. Et la particularité de notre activité en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a une forte attractivité touristique qui fait qu'on a beaucoup de clients l'été, ce qui n'est pas le cas dans les autres BU de TER parce qu'ils gèrent plutôt les abonnés. Donc nous, on a à peu près 70% de clientèle occasionnelle et 25% de trafic qui est fait l'été. Donc bien sûr, le TER, comme vous le savez, c'est un des modes de plus vertueux en termes d'émissions de CO2 puisqu'on émet 8 fois moins de CO2 qu'une voiture, une personne dans une voiture. Et en fait, la mobilité, aujourd'hui, elle est partie intégrante de l'expérience touristique. Donc c'est important pour nous de travailler sur ce maillon essentiel pour l'expérience de ce touriste. Là, on en parlait de ce qu'on est capable d'accepter ou pas d'accepter, mais la mobilité, elle est partout. Elle est pour arriver à son lieu de destination, elle est une fois qu'on est arrivé pour se déplacer pendant son activité touristique et ensuite pour rentrer chez soi une fois qu'on a fini les vacances. Donc aujourd'hui, en fait, les fondamentaux pour un parcours fluide, c'est 3 fondamentaux qui sont purement ferroviaires. C'est d'abord l'offre de transport, une offre de transport de qualité avec des bonnes fréquences, des bonnes dessertes, des bons horaires et une régularité, des tarifs attractifs et adaptés. Donc ça c'est important parce qu'on dit souvent bon, le train c'est cher, etc. Et on a développé avec la région toute une gamme pour avoir des tarifs adaptés à chacun. Tarif passe escapade pour 2 jours de trajet en illimité par exemple avec la gratuité des enfants jusqu'à moins de 12 ans pour 3 enfants. Tarif tribu où on voyage à plusieurs avec des réductions de 20 à 50% quand on est 2 à 5 personnes et des petits prix aussi. Et enfin, on développe aussi pour notre clientèle touristique des services. Alors, on a mis en place Vélozen, un service pour les cyclotouristes principalement cet été qui, grâce à la réservation obligatoire, permettent d'embarquer leur vélo sur des destinations touristiques. Je vais vite parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc ça, c'est les fondamentaux. Mais au-delà de ces fondamentaux, nous, notre ambition sur le tourisme, c'est de baisser drastiquement l'empreinte carbone des déplacements touristiques. On a plusieurs leviers. Premièrement, c'est accompagner les événements du type, qu'est-ce que je peux vous citer, les fêtes de Bayonne par exemple, où on a mis des trains en pleine nuit de 1h à 4h du matin, une fois toutes les heures à destination de Dax ou du sud Aquitaine vers Hendaye pour gérer rentrer en sécurité. Ça peut être accompagné aussi les déplacements pour la Coupe du Monde de rugby, où les abonnés peuvent voyager, je dirais, gratuitement pour aller voir des matchs de rugby. Donc ça, c'est une première façon d'aider l'activité touristique. Deuxièmement, c'est d'informer sur ce qu'il existe pour nos voyageurs. Alors là, on a différents leviers sur nos canaux propres et après sur des canaux un peu plus loin. Les leviers sur nos canaux propres, par exemple, c'est la démarche de carreau secret où on met en place sur notre site internet des destinations qui sont accessibles à proximité des gares, à pied, en vélo et qui permettent, je dirais, de visiter localement des choses en prenant le train avec parfois des avantages TER où quand on va faire une visite d'un château, on a une réduction pour une place par exemple. Au-delà de ça, il faut qu'on donne l'information et la visibilité pour nos clients dans les destinations touristiques. Donc c'est pour ça qu'on est présent dans des plans de visiter Bordeaux pour pousser des destinations, par exemple autour des vins, qu'on est aussi dans des magazines Week-end Bordeaux pour montrer qu'on peut aller au-delà de Bordeaux pour les gens qui habitent dans le coin et qui veulent passer un bon moment dans leur week-end ou dans leurs escapades. Et on va au plus près des clients et des touristes dans les offices de tourisme, par exemple, pour aller pousser l'information sur les voyages décarbonés. Et finalement, aussi, on développe de plus en plus des nouvelles expériences centrées sur le parcours client. Alors, où le voyage débute dans le train, on a développé une application en réalité augmentée. Alors, hasard,
du lieu, mais c'est sur la ligne Pau-Bedouce. Donc voilà, les intéressés du coin pourront expérimenter ça en partenariat avec 6 industriels, avec des offres commerciales. Je ne sais pas si on a une petite vidéo qui peut se lancer là maintenant. On vous présente la vidéo vite fait. L'idée, c'est de commencer le voyage dans le train. C'est moi qui la lance ou pas? Non. Ok. Donc je commente en même temps quand vous voyez les images. Alors, peut-être une expérience accessible uniquement en train, un divertissement innovant, je dirais, à partir de la réalité augmentée, où en fait on flash un QR code, on se balade dans notre train et puis avec notre smartphone, on est capable d'avoir des informations touristiques par thématique, le patrimoine, la géologie, parce qu'il y a des richesses géologiques sur cette ligne-là, des randonnées qu'on peut faire à partir des gares, des loisirs et des points de valoriser sur, par exemple, la gastronomie. Donc on a fléché 159 points et 60 lieux touristiques. Et en fait, on a développé aussi avec des partenaires commerciaux la capacité à avoir des avantages sur des activités en montrant son billet TER. Voilà, donc ça c'est le type de voyage qu'on peut imaginer pour nos touristes. On peut aller plus loin aussi parce que là c'est comment on a une expérience dans le train, je dirais, avec cette application de réalité augmentée, mais on va au-delà aussi. On a inventé une micro-aventure Terra Aventura. Vous savez, Terra Aventura, c'est 2,5 millions de joueurs. En France, il y a 30% de ces joueurs qui viennent hors de la Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de faire découvrir la vallée d'Aspe en famille, de façon ludique, à travers ce genre de parcours. Et il y a plein de familles qui sont venues, et c'était la première fois qu'elles prenaient le train. Voilà, pour les expériences un peu nouvelles et plus en rupture. Je ne sais pas si on en parle maintenant. Oui. Oui. Ok. Alors, plus en rupture, aujourd'hui, on va aller chercher ce dernier kilomètre, ce fameux dernier kilomètre. L'ambition pour nous, c'est de développer le réflexe train pour avoir un parcours de bout en bout, fluide et surtout centré sur les besoins des touristes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en tant que touriste, quand vous cherchez une destination, vous allez par exemple au Center Park de Marmande, et vous avez envie d'y aller, et une fois que vous avez décidé, vous regardez comment y aller. Et souvent, soit on ne trouve pas le train, soit on a le frein d'arriver à la gare et de ne pas savoir comment depuis la gare on se rend à cette destination. Donc ça, c'est un enjeu fort pour nous, parce qu'en développant ce dernier kilomètre, les gens ont une facilité plus forte à prendre le train. Donc on a mis en place une démarche assez innovante et collaborative soutenue par ADI et le Tourisme Lab. Donc voilà, on est très heureux d'en parler avec vous. Autour de 4 territoires, Marmande, Vallée de la Vézère, Saint-Émilion et Saint-Vincent-de-Tyrosse. Avec l'idée, c'était de réunir 4 types d'acteurs. Donc les territoires en eux-mêmes, des porteurs de solutions pour ce dernier kilomètre de façon servicielle ou connexe en termes de services, le TR Nouvelle-Aquitaine bien sûr, et puis des professionnels institutionnels du développement durable. Voilà, 3 étapes dans ce projet-là. La première, c'était identifier et qualifier les proto-personas. C'est vraiment important, nous qui faisons un peu du mass transit avec des profils très différents qui empruntent le même train, de pouvoir se centrer sur des utilisateurs pour développer des services qui sont adaptés. Voilà, une famille avec une poussette, elle n'a pas le même besoin que des jeunes qui partent avec leur planche de surf, par exemple, pour aller sur la côte et surfer. Et donc, voilà, on est parti de ces personas qu'on a construits avec les territoires. Ça, c'était la première étape. Et ensuite, on a travaillé ces différents personas concrètement dans un atelier avec les 4 types d'acteurs dont j'ai parlé, pour essayer d'imaginer vraiment des parcours clients et des parcours de service et voir à chaque élément et à chaque étape de ce parcours touristique quels étaient les services dont ils avaient besoin. Donc ça, c'était la deuxième étape qu'on a menée le 21 septembre avec une 40aine de personnes. Et donc la troisième étape derrière, ça sera, et c'est à venir, c'est de travailler sur les services qu'on pourrait mettre en place, quels sont leurs degrés de maturité, leur faisabilité, leur financement aussi, parce que c'est important de regarder ce côté-là pour essayer d'avoir des expérimentations sur ces territoires. Voilà. Merci Landry. Grégory.
On te connaît, en tout cas moi, je te connais beaucoup comme ancien directeur de Val Thorens, où les sujets de mobilité te tenaient déjà à cœur. Après, tu es passé par d'autres étapes et pour enfin, du coup, rejoindre une entreprise qui te tenait à cœur, dont je vais te laisser présenter. Mais je sais que le dernier kilomètre a toujours été un sujet, notamment dans les montagnes. Donc pour toi, en fait, quels sont les enjeux et puis aussi quels sont les freins que tu rencontres aujourd'hui pour la mise en œuvre de ce genre de projet? Ok, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Oui, comme tu le dis, moi je viens plutôt du tourisme que le transport à la base, même si, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de tourisme sans mobilité. D'ailleurs, pour faire un petit retour historique, on oublie parfois que le développement du tourisme amené par les Anglais a été fait notamment à travers le train et le Paris-Lyon-Méditerranée, qui était une grande invention à l'époque et qui permettait en fait aux gens de pouvoir consommer de manière touristique. C'était la belle époque, etc., etc. Puis après, le tourisme s'est densifié. Et aujourd'hui, les problématiques du transport, elles sont assez simples. C'est que, comme tu l'as dit, il n'y a plus de touristes sans mobilité. Pour autant, on est des êtres mobiles, mais on n'est pas nomades. J'entends par là que la réalité, c'est qu'on a besoin d'être informé, on a besoin d'être épaulé, ou on a besoin d'être inspiré pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et chez Antidote, notre conviction, c'est que si on veut arriver à changer quelque part les comportements, c'est un peu une équation à laquelle il faut répondre, c'est de se dire qu'un comportement, c'est le résultat, en psychologie ou en économie d'ailleurs, entre un idéal et une contrainte. Donc on a essayé de baisser les contraintes en fait en se disant que mécaniquement, on pourrait faire changer les comportements. Et notre idée, nous, chez Antidote, c'est qu'on a travaillé des solutions de mobilité, de tourisme ou d'événementiel. Donc on est basé en Savoie, Aix-les-Bains, en marque blanche. Et l'idée, c'est de rendre aussi les acteurs plus forts. C'est-à-dire qu'on aurait pu créer quelque chose qui s'appelle voyagerautrement.fr, mais notre idée, c'est plutôt l'inverse, de pouvoir donner à chaque professionnel la possibilité de se digitaliser correctement et augmenter son offre de services à travers la mobilité. Donc basiquement, aujourd'hui, nous, on a une innovation qui est attestée mondialement, puisqu'on vient de remporter, d'ailleurs, il faudra qu'on se parle, Marie, hein, sur la métropole du Grand Paris, j'en profite, mais ça a été attesté mondialement. En fait, on a la capacité aujourd'hui de prendre quelqu'un depuis n'importe quel endroit dans le monde et de l'amener à n'importe quel autre endroit dans le monde en cumulant tous les moyens de transport, que ce soit de l'avion, que ce soit du train, que ce soit du bus, que ce soit de la voiture de location, que ce soit etc., avec un seul panier, un seul paiement et tous vos billets dans vos titres de transport. Donc c'est du boulot au quotidien. On fera voir tout à l'heure, je pense, l'exemple de Savoie-Mont-Blanc, ce qu'on a fait pour eux. Les freins qu'on rencontre, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas aux personnes du tourisme qu'on va l'apprendre. C'est-à-dire que je crois qu'on retrouve dans le transport un peu près ce qu'on a connu dans les offices de tourisme il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que les publics ne se parlent pas. Et donc, c'est un peu un gros problème. Je m'explique. Il y a 10 ans en arrière, quand on parlait d'attractivité, tu t'en rappelles, hein, Nicolas, ça ne nous rajeunit pas, mais on disait en gros, il y avait la mairie d'un côté qui gérait ses citoyens, et puis il y avait l'office du tourisme qui faisait ses brochures tranquille dans son coin et qui on laissait faire son truc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais tiens, finalement, l'attractivité, en fait, c'est peut-être un endroit où il fera bon séjourner, il fera bon vivre, il fera bon étudier, il fera bon investir, etc. Et du coup, on a décloisonné un peu l'attractivité. C'est le problème qu'on a dans le transport aujourd'hui, où parfois on se heurte, au niveau des régions notamment, à vraiment une opposition entre la logique de l'usager au quotidien qui utilise ces moyens de transport et la logique du touriste. Et c'est presque un gros mot. Et c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, en fait, le but du Mass Mobility as a Service, alors on va plus en parler, comme tu l'as dit, les 2 jours, elle est assez simple en fait. C'est de se dire, on baisse les contraintes, on prend quelqu'un d'un point A à un point Z, on favorise bien entendu le dernier kilomètre, tous les moyens de transport, un seul paiement. Et de l'autre côté, pourquoi il faut faire ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Enfin, le témoignage d'avant nous le fait voir, et c'est d'ailleurs très courageux, je le disais, de pouvoir quelque part réinventer sa vache sacrée en réalité, mais il y a urgence à agir, de sortir de l'autosolisme, de l'automobilité, de faire en sorte qu'en abaissant les contraintes, en fait, on fasse changer les comportements de manière plus vertueuse. Voilà, les gros freins. Et puis après, les freins, c'est forcément qui dit acteur atomisé, dit chacun a sa logique au niveau de la data, etc. etc. Et donc, il faut savoir mettre tout le monde d'accord, réconcilier des données très hétérogènes pour pouvoir sortir un seul panier, un seul paiement. Mais ça, c'est de la plomberie. Mais justement, dans nos échanges, tu m'as dit que la problématique centrale, c'était la gestion de la data.
Bah oui, forcément. De toute façon, la data, elle est au cœur de tout quand on parle de numérique. Et c'est surtout la réconciliation. En fait, c'est surtout arriver à faire parler des systèmes qui sont très hétérogènes en réalité. C'est pas la même problématique qu'on avait à l'époque sur le CRM, sur de la data client, etc. Là, c'est plutôt faire coexister et cohabiter des systèmes qui sont pas les mêmes et les faire se parler entre eux. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 700 API qui sont connectés à Antidote tous les jours qu'on doit monitorer. Et forcément, c'est important d'avoir des partenaires fiables, que les API ne sautent pas, qu'on puisse les interpréter pour pouvoir le restituer en fait à la fin au client final. Et ça servira au client final, l'acteur et le territoire. Parce que si chaque acteur a la possibilité en marque blanche de proposer un service étendu, si tu veux, depuis le début jusqu'à la fin de l'expérience, on rend tout le monde plus fort. Donc c'est ça, nous, notre objectif chez Antidote. On va peut-être regarder du coup un exemple pour que ce soit plus concret. Ouais, je vais le commenter. Vous pouvez mettre la vidéo. Donc voilà une commande de l'agence Savoie-Mont-Blanc qui réunit les 112 destinations de ski. On est en juin 2022 et il fallait résoudre d'amener les gens de n'importe quelle destination dans le monde vers chacune des 112 stations. Donc on a développé là, donc là c'est en live, vous avez notre masse mobilité service V3. Donc on fait un aller à Tignes par exemple. Alors on a mis quelque chose de bien pégeux parce qu'au mois d'octobre, il n'y a pas beaucoup de bus. Et là, vous avez automatiquement différents moyens de transport, différents itinéraires qui sont combinés pour proposer aux touristes en fait, de se projeter, mais de faire un choix éclairé. Pourquoi ? Parce qu'en premier, vous le voyez, on va mettre en premier les initiatives les plus vertueuses. Donc là, on va un peu vite, mais vous avez la capacité de réserver déjà votre train. Donc on est interfacé sur le système PAO de la SNCF. Vous avez la possibilité de choisir votre place, etc. pour donner toujours plus de confort. On l'a adapté aussi pour les personnes en situation de handicap. Tu parlais tout à l'heure des problématiques de poussettes, de vélo, etc. C'est un vrai sujet aussi pour faciliter la mobilité. On réserve en fait son bus aussi, puisque tout est optimisé. Le MAS, c'est un grand calculateur qui va permettre en fait de mouliner énormément d'hypothèses à la fois. Et la spécificité d'Antidote, c'est qu'on est connecté directement au logiciel de billetterie. Donc on affiche pour le client ce qui est achetable et ce qui est existant. Donc là, on l'a vu, un truc assez simple, Paris-Tignes. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus piégeux, Édimbourg au fin fond de l'Écosse versus Tignes au fin fond de la Tarentaise. Et puis, vous allez voir, on va essayer de le piéger un petit peu notre masse, puisqu'on va lui dire qu'on veut aller à Tignes depuis l'Écosse. Donc, on est connecté aussi à 280 compagnies aériennes. Et donc on va avoir des hypothèses et puis ce qui va se passer, c'est que là on va le rendre un peu piégeux en lui disant ok, on va prendre de l'avion mais on va aussi prendre de la voiture. Alors on sort en premier les voitures électriques, etc., toujours dans notre logique. Et puis on a juste pris un aller simple, c'est aller vite, mais c'est là où le MAS commence à devenir intelligent. Donc on gère toutes les problématiques de bagages, ça va toujours dans la logique servicielle. Et puis là, il nous a dit, ok, tu n'as qu'un aller, mais finalement, c'est quand tu rentres ta date de retour. Donc on l'a aussi programmé pour pouvoir simplement connecter l'ensemble de l'écosystème de transport. Donc on est connecté aussi à toutes les compagnies de location de voitures, taxi, VTC, etc. Vous pouvez changer, remodifier à l'intérieur de votre parcours, partir de la première classe à la seconde classe, etc., etc. Les assurances tranquillité. Et le tout est supporté par un call center, parce qu'on aime bien être 100% digital, mais 100% humain aussi. Donc quand il y a des problématiques, justement, ça peut arriver, une grève par exemple, qui arrive souvent dans les Alpes, on a quelqu'un qui répond au téléphone. Et puis ce qu'on a fait, c'est on a travaillé avec les territoires, parce qu'aujourd'hui on a une vingtaine de masses en fait, qui fonctionnent dans les destinations. C'est de se dire, on a renversé le MAS en se disant, si je suis à Tignes par exemple, ou à Chamonix, ou dans chacune des destinations équipées, comment je fais pour que mes sociopros à leur borne d'hôtel, par exemple, puissent renseigner les touristes. Et là, l'idée, c'est qu'on a inversé en fait le MAS dans l'autre sens. Et là, vous partez de Tignes vers l'ensemble du monde. Donc, on a essayé de penser la techno assez ouverte et assez vertueuse pour permettre en fait aux clients, bien entendu, sur le site des professionnels, de pouvoir réserver, mais aussi de permettre aux territoires qui nous ont fait confiance de multiplier en fait leur empreinte sur le territoire et faire en sorte que chacun puisse l'utiliser, qu'on soit au comptoir d'un hôtel ou d'une résidence de tourisme. Et là, on fait le trajet en sens inverse et le tour est joué. On peut repartir de Tignes pour aller à Paris. Voilà l'initiative Go Savoie-Mont-Blanc.
Go-Savoie-Mont-Blanc a porté le projet et l'idée c'est qu'on a développé pour des territoires avec un coût très modéré parce que c'était pris un peu en charge aussi par Savoie-Mont-Blanc et sur notre R&D, faire en sorte d'en mettre le plus possible pour accompagner les destinations et voilà, aujourd'hui nous partîmes à 1 et nous sommes 25, voilà, donc pas mal de boulot et de chemin a été fait. Merci Grégory. Nicolas, toi tu as envie de travailler, enfin en tout cas tu as travaillé cette année le dernier kilomètre un peu d'une façon différente, plutôt pour aller sur des territoires de ta collectivité mais qui étaient moins desservis par des transports en commun. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet que tu as mis en place avec ton équipe ? Oui, en fait, on est tous, je crois, dans une logique de dire à nos visiteurs, surtout venez effectivement sans votre voiture, donc via différentes mobilités collectives ou mobilités douces. Et puis, une fois qu'ils arrivent chez nous, il arrive quelquefois, en tout cas c'est le cas à La Rochelle, ils sont un peu piégés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller partout en mobilité douce. En plus, il y a une petite subtilité à La Rochelle, c'est qu'on a la frontière de 2 régions, puisqu'on fait 10 km vers le nord et on arrive en Pays de Loire, en Vendée. Et là, tous les systèmes de transport en commun, je ne veux pas dire s'arrêtent, mais enfin, il y a quand même une grosse limite à tout ça. On peut difficilement aller à 20 km de La Rochelle dès lors qu'on va vers le nord. Et donc, on avait tous ces visiteurs qui arrivaient à La Rochelle, qui étaient ravis d'être à La Rochelle, et qui finalement soit restaient à La Rochelle, soit allaient à l'île de Ré, et ça, c'était à peu près tout. Et nous, on s'est crevé la cervelle pour les inciter à aller un peu plus loin, sauf que moi, je ne suis pas un opérateur de transport, je suis ni une région, ni la SNCF, ni un département, ni un autocariste. Je n'ai pas ni les moyens ni les capacités à moi tout seul de créer un réseau de transport en commun, qui plus est pour les touristes, et je n'en ai pas non plus les capacités budgétaires, évidemment. Pour autant, on avait envie de réfléchir à une solution qui soit un peu artisanale, en tout cas au démarrage, pour leur permettre, et pourquoi on veut leur permettre finalement de se balader, parce qu'on a bien envie de les garder un peu plus longtemps. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle le slow tourisme, je ne suis pas un grand fan des anglicismes. L'idée, c'est de les garder un peu plus longtemps pour qu'ils prennent leur temps, pour qu'ils découvrent le territoire, et qu'ils ne soient pas juste de passage de façon un peu furtive sur le territoire, et pour qu'ils restent plus longtemps, il faut les inciter à découvrir tout ce qu'il y a autour de chez nous, et idéalement sans toucher à leur voiture. D'où l'idée de ce produit. Alors, le produit en lui-même, il n'a rien d'innovant, c'est un minibus. Beaucoup l'ont fait avant nous, notamment Bordeaux, où j'étais avant, qui organise depuis longtemps des excursions en bus dans les vignobles. La grosse différence avec Bordeaux, par exemple, c'est que nous, on n'a pas de clientèle internationale, donc on ne pouvait pas cibler les Américains qui ont un gros pouvoir d'achat et qui peuvent effectivement, et qui sont habitués à ce type de produit. Et on voulait directement être sur de la mobilité décarbonée, donc sur du minibus électrique. Alors ça se complique un petit peu parce qu'aujourd'hui des minibus électriques sur le marché, il en existe 2 qui ont des autonomies très faibles, c'est pas encore vraiment mature comme outil. Et puis on a un vrai problème de coût, puisque clairement ce produit n'est pas sponsorisé, n'est pas subventionné, excusez-moi. On est dans une logique purement privée sur ce produit-là. Il n'y a pas de subvention d'exploitation de qui que ce soit, et il faut qu'on arrive effectivement à le faire circuler, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc nous nous sommes lancés pour cette année avec un produit qu'on appelait le La Rochelle Océan Van, qui a vocation à irriguer toutes les zones un peu difficiles à joindre en transport en commun. Je pense notamment au Marais Poitevin, qui est finalement à 30 km de La Rochelle, mais on ne peut pas y aller en transport en commun, parce que juste il n'y en a pas. Ensuite, tout ce qui est marais de brouage, toute cette zone-là. Également vers certains petits villages de l'ONIS qui sont là aussi quasiment pas accessibles en transport en commun, ou alors avec des fréquences et de rotation absolument pas compatibles avec le fait de vouloir aller juste y passer 2 heures en plein mois d'août ou même au mois d'octobre, peu importe. Donc ce produit a été lancé au mois d'avril. Le résultat pour la première année qui était vraiment expérimental pour nous, on a eu 300 personnes qui sont parties en excursion, soit la demi-journée, soit la journée, ce qui est conforme aux objectifs que nous nous étions fixés. Sans surprise, les destinations les plus demandées sont les plus difficilement accessibles en transport en commun. C'est le Marais Poitevin, clairement, à près de 60%, alors qu'on avait aussi des balades vers Rochefort, vers Brouage, vers l'île de Ré, etc. Sans surprise aussi, plutôt demi-journée que journée. Là, on est plus, à mon avis, sur une question de barrière de coût. La demi-journée, c'est 75 € par personne. La journée complète, c'est 150 €. Donc, on est loin des tarifs, effectivement, de services publics, de transport en commun, d'autocar ou de train. Mais je vous le rappelle, voilà, on est sur un produit un peu premium, puisqu'il y a non seulement la prestation de transport qui est incluse, mais également les repas, les visites guidées, la location de canoë pour faire du bateau, etc. Donc voilà, il y a un encadrement, un guide qui encadre tout ça. Maintenant, l'enjeu pour nous,
Clairement, c'est de faire tomber le prix. Parce qu'on ne peut pas imaginer un produit aussi élitiste se développer tant qu'il sera à 150 € la journée, 75 la demi-journée. Et là, on est en vrai questionnement. Faire tomber le prix sans être subventionné, parce que l'idée, malgré tout, pour moi, c'est dès que possible qu'un privé s'en empare et en fasse son gagne-pain, parce que je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas transporteur. Et donc là, il va falloir qu'on réfléchisse, on a quelques pistes, mais pour arriver à au moins diviser par 2, voire par 3 le prix, tout en gardant un produit adapté à des petits groupes. Là, on parle de minibus, donc c'est 9 personnes, et à des prestations un petit peu premium. Et Nicolas, ça s'inscrit dans un projet territoire quand même beaucoup plus large, autour du territoire zéro carbone de La Rochelle. Oui, absolument. La Rochelle qui a été la ville pionnière en France de ce qu'on appelait à l'époque l'écologie urbaine, puisque le maire de l'époque, qui s'appelait Michel Crépeau, qui est également ministre, a été le premier à avoir cette idée que les villes devaient évoluer. Première ville française qui a eu un secteur sauvegardé piéton, première ville française qui a mis en place les vélos en autopartage qui maintenant sont dans toutes les villes, et il y a eu encore d'autres initiatives. Donc ce territoire-là a depuis longtemps une longueur d'avance, et il y a quelques années a décidé finalement de devancer les autres territoires français et d'atteindre la neutralité carbone dès 2040 et non pas 2050 pour le reste de la France. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en train d'être mis en place effectivement pour atteindre plus vite que prévu la neutralité carbone, ce qui évidemment est compliqué. Juste un rappel, La Rochelle est dans une des régions les plus plates de France qui s'appelle l'Aunis. Xynthia nous a atteint il y a quelques années et on sait très bien qu'on sera un des territoires les plus rapidement touchés, et voire très touchés, et voire inhabitables, si la température continue à se réchauffer à ce rythme-là. Donc ce qui était une intuition il y a 40 ans d'un élu qui s'appelle Michel Crépeau, maintenant c'est une obligation. De toute façon, on sait qu'on n'a pas le choix que d'être plutôt en avance sur ces sujets-là, parce que notre territoire, comme d'autres, nous rappelle tous les jours qu'on ne peut pas attendre. Nous avons une vidéo pour voir du coup Océane Van, oui. C'est ça ? De ostréicole ainsi qu'un producteur de cognac, parce qu'il y en a aussi à La Rochelle. Voilà, ça c'est le Marais Poitevin, vous avez reconnu. Les vignes de l'île de Ré, le producteur, voilà, ça c'est la cave de l'île de Ré, la citadelle de Brouage au sud de Rochefort, entre Rochefort et Marennes. Balade en vélo dans le Marais Poitevin. La magnifique abbaye de Maizet, ça c'est en Vendée. Le pont transborder, c'est à côté de Rochefort. Ça c'est la Vendée. Oui, c'est nous qui avons monté les produits. Et avec une vraie... je vais en parler après, je vais laisser le film se terminer. Deux, trois statistiques. 60% des excursions vendues sont des demi-journées, donc 40% des journées. 55% c'est de la vente en ligne et donc 45% à peu près c'est de la vente au comptoir à l'office de tourisme. 60% des ventes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le Marais Poitevin. Et donc produit qu'on a intégralement monté avec une vraie difficulté que nous continuons à rencontrer d'ailleurs, qui est la très grande hétérogénéité du niveau de professionnalisme de tous les acteurs. Dès qu'on commence à s'éloigner un petit peu, d'abord un certain nombre nous ont dit mi-septembre que ça y est, ils pliaient les Gaules et qu'on se retrouvait le 15 juin. Nous, notre produit, il continue jusqu'au 11 novembre, puisque la saison pour nous, c'est pas 2 mois par an. D'autres qui nous préviennent 2 jours avant, non, parce qu'ils ont dentiste, piscine ou autre, ou cours de danse, et qu'ils ne pourront pas accueillir voilà. Donc on est quand même confronté au fait que tout le monde n'a pas le même niveau de professionnalisme et que pour certains, ils sont un peu plus loin que d'autres. Donc, comme on est opiniâtre et tenace, on va continuer. Dans certains cas, on changera aussi de prestataire si certains n'ont pas compris ce que c'était que de faire du tourisme de façon un peu professionnelle. Pour d'autres, on les accompagne et ils sont en train effectivement de se mettre à niveau. Mais c'est un vrai sujet parce que quand on a un produit qui part tous les mardis, il faut que le prestataire il soit là tous les mardis.
Je sais que ceux qui ont monté ce type de produit avant nous ont eu aussi les mêmes difficultés. Ben voilà, ça nous permet de tirer tous les prestataires vers le haut. Et ça, c'est plutôt également positif pour le territoire. Et Nicolas, nous sommes d'accord, vous avez recruté en interne, du coup, enfin, ou recruté pour avoir des chauffeurs. Alors pour l'instant, comme c'était une année expérimentale, on a sous-traité. On a fait un mini appel d'offres pour sélectionner un opérateur privé, un VTC en l'espèce, qui a investi dans un minibus électrique et qui conduit. Clairement, si on veut faire tomber le prix, à un moment donné, il va falloir qu'on internalise. Ça ne me fait pas rêver parce que j'ai jamais, voilà, c'est pas notre métier d'être transporteur, mais à un moment donné, si on veut maîtriser la chaîne, il va falloir qu'on aille dans cette direction-là, que ce soit nos guides à nous qui passent la carte de VTC pour conduire, et ensuite qu'on achète un minibus, quitte au bout de 2-3 ans à retransférer ça à un privé une fois qu'il y aura un modèle économique pérenne. Voilà, clairement là, on est dans cette logique, on est là pour donner une impulsion, et puis dès que possible, passer le ballon. Donc c'est plutôt concluant. Tu nous as dit que tu avais atteint l'objectif. Donc là, tu le relances pour l'année prochaine. Alors, déjà, ce qui est concluant, c'est qu'on a perdu moins d'argent que prévu. Parce qu'on savait qu'on perdrait de l'argent, évidemment. On sait qu'on va en perdre pendant 2 ou 3 ans. On va en perdre 2 fois moins que prévu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de fréquentation, on est sur le chiffre prévu. Donc oui, on va continuer l'année prochaine. L'objectif, ça va être d'augmenter un peu les volumes, mais pas trop. En fait, c'est le même nombre d'excursions. On va avoir un taux de remplissage dans les bus meilleur pour atteindre un seuil de rentabilité qui nous permettra aussi de mieux rémunérer l'ensemble des intermédiaires. Parce que c'est vrai que cette année, comme c'est expérimental, on aura quand même bien pressé le citron, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, assez rapidement, d'identifier finalement peut-être les 2 ou 3 produits phares qui vont être les 20-80 qui vont nous pouvoir d'alimenter la machine, parce qu'effectivement aujourd'hui on a testé tout un tas de destinations, certaines on va les arrêter clairement parce qu'il n'y a pas de demande et on va se concentrer sur celles qui fonctionnent. Est-ce que vous avez d'autres projets en termes de mobilité Il y a un autre produit qu'on avait lancé l'année précédente qui est on va dire un City Pass version un peu améliorée qu'on appelle le La Rochelle Océan Pass, qui est là aussi un produit qui a le même objectif, c'est-à-dire faire rester longtemps, faire circuler via les mobilités douces, donc tout est inclus dont les transports en commun, et des sites y compris jusqu'à 100 km de La Rochelle, dans le Marais Poitevin, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, etc. Mais là aussi, toujours dans cette idée, plus longtemps ils resteront sur notre territoire, mieux on se portera collectivement. Les visiteurs, parce qu'ils n'auront pas eu l'impression d'être en course pour tout visiter en 2 jours. Les professionnels, parce qu'ils verront par débordement des gens qui d'habitude restaient à La Rochelle qui viendront les voir. Et puis la planète, parce que tout ce petit monde, on va essayer de le transporter en transport en commun. Là aussi, avec nos limites, qu'on connaît bien, que Greg t'a évoqué tout à l'heure, ou que vous connaissez à la SNCF, c'est que aujourd'hui est inclus dans le produit le réseau de transport en commun de l'agglomération de La Rochelle. Pour aller plus loin, ça commence assez rapidement, assez compliqué. Et quand le plus loin, on change de région, là, ça devient carrément kafkaïen. C'est-à-dire que comme j'ai pas envie de finir dans un hôpital psychiatrique, j'ai pour l'instant mis de côté le sujet, je mets le transport en commun partout, parce que je sais que ça va prendre des années, mais je prendrai votre carte, on en reparlera tous les 2. Merci Nicolas. Grégory, avec cette nouvelle solution, je pense que tu as essuyé pas mal les plâtres, voilà, puisque ça fait de nombreuses années que vous le développez. Quel conseil tu pourrais donner à un territoire qui voudrait s'engager dans un projet de dernier kilomètre ou qui faudrait qu'il mette autour de la table ? Nous Non, je déconne. J'allais dire non, t'appeler. Non, ça c'était facile, c'était pour faire la blague. Non, de pas tomber, alors clairement, de pas tomber dans l'illusion de la perfection. C'est les mêmes problématiques qu'on avait en CRM au niveau data. Il y a quelques années, tout le monde voulait qu'on monte des CRM et analyser le plus fin du fin. En fait, non. Je pense qu'il faut partir comme tu l'as fait, Nico, c'est-à-dire avec les 20-80, avec surtout les grands axes qu'on peut et les grands acteurs qu'on peut mettre autour de la table rapidement pour avoir un POC qui soit significatif et petit à petit se dire que notre solution elle va évoluer en fait et qu'on va à chaque fois l'améliorer. Voilà. Parce que si on veut partir avec 100% des réponses tout de suite, ça ne marche pas. Parce qu'il y a trop d'hétérogénéité dans les offres, parce que c'est compliqué parfois de mettre certains acteurs. Donc ouais, mon plus gros conseil, c'est celui-là. Après, moi j'aime bien la démarche que Nicolas est là, c'est-à-dire que je crois depuis longtemps
à ce que les structures de destination fassent du dépassement de fonction, un peu comme au sport. Hein. Tu es maintenant dans le... Voilà, enfin, je ne vais pas prendre... Vous avez compris l'idée, c'est que ce que j'aime bien, ce qu'a fait aussi Savoie-Mont-Blanc, c'est qu'ils ont un rôle de starter en fait sur le territoire et ensuite ils essayent d'expérimenter, de prendre une partie du risque et de faire en sorte de faire de l'empowerment et faire en sorte que d'autres acteurs puissent le reprendre. Donc j'aime bien la logique de se dire, quand il y a des structures, de se dire... on peut trouver des solutions en vrai partenariat public-privé intelligent pour monter des POC. Et donc, il y a plein d'entreprises, je pense, qui sont prêts à le faire. Donc voilà, je dirais l'illusion de la perfection, pas partir avec 100% des réponses. Et puis après, essayer de réunir les 2-3 acteurs qui sont importants. Et puis de se dire que les solutions sont évolutives et qu'au fur et à mesure, on va apprendre des choses. Et par contre, de se mettre en commun, il y a une vraie logique. Parce qu'on a un peu un vœu pieux derrière nous, là, tout ce qu'on est en train d'imaginer, mais moi j'ai toujours ma casquette aussi de territoire, c'est de se dire qu'à terme, là on va le voir sur Savoie-Mont-Blanc, on va pouvoir restituer en fait de l'intelligence aux clients. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dans quelques années agréger de la donnée pour faire de l'informatique décisionnelle et pouvoir donner de vrais insights. On ne va pas les vendre, mais on va les donner à nos clients pour faire en sorte qu'ils puissent mettre peut-être d'autres nouveaux acteurs autour de la table. Est-ce qu'il manque des trains? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Qu'est-ce qui manque comme service? Est-ce qu'il manque des chauffeurs de VTC, etc., pour faire en sorte que ça puisse influencer les débats au bon endroit, au bon moment, avec, on espère, la bonne info. Et donc, se mettre en commun, ça a quand même une vraie logique. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. Merci.